le coup de marteau. Et aujourd'hui, très heureuse de commencer ce coup de marteau avec un nouveau chroniqueur que vous connaissez déjà si vous nous suivez, Renaud Bochart. Bonjour Renaud Bochart. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous et nous sommes très heureux désormais d'animer et d'avoir une chronique avec vous régulière pour suivre l'actualité américaine qui va être très très forte cette année avec évidemment les élections présidentielles. Mais il y a d'autres actualités en plus. Alors je rappelle que vous êtes avocat, fondateur du Substack Les Chroniques égrégoriennes et auteur de ce livre Christopher Lasch, un populisme vertueux aux éditions Michelon. Et comme je le disais, en plus des élections présidentielles, mais tout ça va jouer pour les élections d'ailleurs, beaucoup d'actualités en ce moment sur la frontière, enfin pas que sur la frontière, mais aux États-Unis en général, et sur la frontière sud, avec notamment ces tensions entre le Texas et l'État fédéral. On en a déjà un petit peu parlé hier avec Nicolas Conquer, mais pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe et en quoi ça peut jouer pour la suite et notamment pour les élections? Effectivement, c'est vraiment la question brûlante du moment, en fait. Je dirais nous nous trouvons dans des temps où quasiment chaque semaine, une crise extraordinaire survient. Et là, nous avons sans doute la crise constitutionnelle la plus importante depuis que les troupes fédérales ont fait exécuter par la force la déségrégation des écoles du Sud. Ah oui. Petit rappel de fait, quelques chiffres tout d'abord qui sont tout de même assez faramineux. Rien que pour le mois de décembre 2023, on estime qu'à peu près 300 000 migrants sont entrés sur le territoire américain. Oui. Pour l'année 2023, on compte 2,4 millions d'interceptions de migrants par voie terrestre par la police fédérale des frontières, qui sont autant de demandeurs d'asile qui sont disséminés sur tout le territoire américain. Et quand on pense que ce ne sont que les migrants qui ont été interceptés, Oui. le chiffre donne véritablement le C'est la vertige. partie émergée de l'iceberg en fait. C'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qui s'est passé, c'est que constatant la carence de l'État fédéral qui est maintenant, qui se produit sur une longue durée, les États frontaliers et notamment le Texas ont donc eux-mêmes dû prendre des mesures. Et c'est ainsi que les gardes nationaux du Texas ont investi un parc municipal dans la localité d'Eagle Pass. Le long du Rio Grande, qui est un lieu de passage très connu très important de clandestins. Oui. C'est là que les choses ont commencé véritablement à s'envenimer, parce que le 17 janvier, la semaine dernière, le Department of Homeland Security a adressé une lettre à l'avocat général du Texas, ordonnant aux troupes Texas de cesser leur occupation du parc d'Eagle Pass. En même temps, les migrants, au vent de l'occupation de ce parc, ont commencé en fait à traverser la frontière sur des terrains privés qui sont situés aux abords de chaque côté de ce parc. Des terrains qui appartiennent à des ranchers. Ce qu'ont fait les ranchers, c'est qu'ils ont demandé le secours des gardes nationaux du Texas qui ont placé des barbelés, ce qu'on appelle razor barbed wire, donc en fait avec des lames de rasoir. Ah oui. Les Texans plaisantent pas sur Sur la défense des frontières, oui. défense des frontières. Donc, ça a encore envenimé les choses, puisque le gouvernement fédéral, l'administration Biden, a saisi une juridiction du Texas. Une juridiction du Texas a rendu une juridiction du Texas qui a rendu en fait une injonction en fait au gouvernement fédéral de ne pas enlever les fils barbelés. Oui. Là-dessus, la Cour suprême rend un arrêt non motivé avec une très courte majorité de 5-4. Annulant la décision de la juridiction texane qui interdisait aux troupes fédérales à la frontière de détruire les barbelés placés par le Texas. Donc, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, en a pris acte, mais a dit qu'il n'en resterait pas là. Oui. Alors, entre-temps, on apprend, il y a aujourd'hui un convoi qui part de tout le territoire américain qui s'appelle le Take Back Our Borders Convoy, qui rappelle un peu le Freedom Convoy au Canada. Selon les chiffres du lieutenant-gouverneur du Texas, en fait, ce serait 700 000 camionneurs
qui proviendraient de la totalité du territoire, qui viennent se rendre à trois points chauds en fait de passage de migrants, dont Eagle Pass, pour aider les gardes nationaux, les troupes des différents États frontaliers, en fait, à sécuriser la frontière. Ouais, c'est incroyable. Donc attendez, parce que là, déjà, les gardes nationaux, si je comprends bien, si je ne me trompe pas, c'est une forme de garde de réserve. Donc en fait, il y a déjà une mobilisation, euh, comment dire, volontaire, volontariste, bénévole. Et là, on rajoute les camionneurs, les 700 000 camionneurs dont vous parlez. Exactement. Donc vous avez les troupes texanes, pour résumer les choses. Quand je parle des gardes nationaux, ce sont les gardes nationaux du Texas qui Mhm. sont sont des troupes en fait d'ailleurs c'est les gardes nationaux du Texas sont dans la particularité d'être considérés comme en fait l'armée d'un État de l'Union la plus puissante des États-Unis. Ce sont des troupes très entraînées. Et c'est à peu près 20 000 hommes Mhm. qui sont maintenant en plus renforcés, qui vont être renforcés par des camionneurs volontaires. Et on a vu des Euh, tracteurs aussi s'ajouter à la. oui, oui, bah, Ouais. disons que les tracteurs, c'est surtout les ranchers Mhm. qui, eux aussi, mettent la main à la pâte. Ouais. Euh, Oui, non, mais donc, c'est vrai que c'était incroyable comme mouvement. Heu, en vision, en image, c'est très, très fort de voir cette alliance garde nationale, rangers et maintenant camionneurs. Vous n'avez encore rien vu puisque nous n'entrons pas, nous ne sommes pas encore entrés dans les points les plus délicats. Parce que ce qui se passe, c'est que l'État fait le gouverneur du Texas en fait a rendu un communiqué, notamment un communiqué du 24 janvier qui est complètement unique hein, dans l'histoire américaine. Selon lui, selon Greg Abbott, l'État fédéral a violé le compact entre les États-Unis et les États. Selon ce compact, tel qu'il est interprété par Greg Abbott, la branche exécutive de l'Union a le devoir constitutionnel de garantir l'application des lois fédérales Oui, protégeant les États, y compris le droit de l'immigration. oui. Et le président Biden donc, a refusé d'assurer l'exécution de ces lois, ce que dit Abbott, et les a même violées. Le résultat est une immigration clandestine Mmh. incontrôlée. Et mieux même que cela, Abbott qualifie la situation, et c'est là que ça s'envenime vraiment, à la frontière sud, d'invasion. Or, le terme même d'invasion figure dans la Constitution des États-Unis à deux reprises particulièrement importantes en l'espèce. Il figure d'abord à l'article 4, section 4 de la Constitution, qui prévoit que les États-Unis, donc je parle du gouvernement fédéral, garantissent à chaque État de l'Union une forme républicaine de gouvernement et protégeront chacun d'eux contre l'invasion. Mieux encore, dans ses communications, Abbott fait référence à l'article 1, section 10 ou alinéa 10 de la Constitution, qui prévoit qu'aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, entrer en guerre, excusez-moi, entrer en guerre à moins qu'il ne soit effectivement envahi ou en danger imminent d'être envahi. La question qui se pose, c'est cette fois-ci, je vais parler de la crise constitutionnelle au moment de la ségrégation, où en fait il s'était agi à l'époque de faire escorter des écoliers noirs à l'intérieur des écoles par des troupes fédérales. Cette fois-ci, la question est-ce que les troupes fédérales vont intervenir contre les gardes nationaux texans pour faire exécuter la politique d'open border Mmh. de l'administration fédérale et de l'administration Biden. Ouais, bah, c'est absolument passionnant. On est au cœur, comme vous le dites, d'une guerre politique, en fait, clé entre, le gouvernement Biden et notamment ici l'État texan, mais on a bien compris qu'il y avait d'autres États qui suivaient derrière. D'ailleurs, Donald Trump a tweeté sur le sujet en disant: «Qui est derrière, les frontières du Texas? Suivez-moi, je vous suis». Donc on voit qu'il y a un enjeu politique derrière et notamment pour les présidentielles qui est considérable. C'est absolument considérable. Bon, non seulement Trump est intervenu, ce qui n'était pas surprenant, Oui, mais Robert F. Kennedy Jr. a oui. aussi apporté son soutien le plus complet au gouverneur du Texas. Ça fait quand même 2 candidats, importants, pour cette présidentielle.
D'autant que Kennedy monte encore dans les sondages, notamment auprès des moins de 35 ans. Mmh. Heu, on voit vraiment une situation très, très délicate. Alors la façon en même temps dont les démocrates se défendent c'est assez étonnant, c'est en disant qu'en fait ils attendent de la part du Congrès qu'on leur apporte le blanc-seing pour en fait sécuriser la frontière. Mais en fait, si on y réfléchit, un instant, d'abord le fait est que l'administration est embarrassée par cette question d'évidence, parce que des journaux comme le New York Times ou le Wall Street Journal n'en parlent même pas. Dans l'édition de samedi du New York Times et du Wall Street Journal, il n'y avait pas un seul article Ouais. sur la question de la frontière. Mais on voit aussi ils sont très embarrassés parce que si véritablement ils avaient à cœur de fermer la frontière, ils verraient d'un très bon œil le concours des troupes texanes. Oui. On voit très très bien que ce sont des politiques complètement Ouais, différentes c'est qui ça. sont en train Mmh. d'être mises en œuvre par on peut presque parler de belligérants maintenant. Et est-ce qu'on a pu voir des tensions entre les troupes fédérales et les troupes, entre guillemets «locales», donc texanes? Non, on n'a pas vu encore d'affrontement Mmh. direct Mmh. entre les troupes texanes et les troupes fédérales. En revanche, ce qu'on a vu, c'est on a vu la police des frontières à plusieurs reprises écarter, ça, il y a des images qui circulent depuis des mois maintenant, Mmh. écarter les gardes nationaux du Texas pour faire entrer. On voit très très C'est bien qu'ils dingue. facilitent Oui. l'entrée des migrants. Oui, donc Euh, l'objectif est vraiment de faire entrer les migrants. Voilà, à chacun d'en tirer ses conclusions, notamment au moment du vote, par exemple. En tout cas, bon, c'est très, très intéressant et surtout, tout ça va se jouer au cœur des élections présidentielles. On n'a pas le temps d'en parler, mais comme maintenant, on va vous avoir régulièrement toutes les 2 semaines, on va pouvoir refaire un point. Très rapidement, puisque vous en avez parlé, pour préparer cette émission et je pense qu'il faut vraiment, le dire à nos auditeurs. Il y a cette histoire aussi des poids lourds de l'élite financière de Davos qui lâchent doucement Joe Biden. Oui, alors en marge des rencontres de Davos, hein, 2 gros poids lourds, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan Chase, et Steven Schwarzman, le PDG de BlackRock, cumulent, à eux Oui. 2, 638 milliards de capitalisation boursière, ont fait des sorties tout à fait étonnantes. Le premier, Diamond, a fait une sortie sur Trump en disant que c'était vraiment une erreur de la part des médias et des démocrates de vilifier à ce point, de diaboliser à ce point les électeurs de Trump. Ajoutant que, en ce qui le concernait, Jamie Dimon pensait que Trump avait un bilan tout à fait honorable en tant que président. C'est du jamais vu de la part Oui, de c'est quelqu'un étonnant, comme ouais. Biden. Et le deuxième est encore plus étonnant puisque le deuxième, c'était une attaque directe contre l'administration Biden de la part de Schwarzman, en disant que on pouvait tout simplement, les Américains ne pouvaient pas s'offrir le luxe de 4 ans, de 4 ans supplémentaires de Bidenomics et d'Open Borders. Euh, Ouais, d'accord. donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit en fait que les élites, la davocratie, Oui, est en train de rencontrer le mur du un point de réel, rupture, oui. un point de rupture sur en fait les politiques de la fin de l'histoire. Donc, ce qui est, alors bon, il faut surtout pas voir trop Mmh. dans ces déclarations. Ça n'est pas, ne surtout pas voir en fait des milliardaires qui viendraient au secours Donald euh, Trump. du peuple Oui, maltraité. oui. Mais on voit un schisme au sein de l'oligarchie qui est tout à fait intéressant. Et on voit très très bien, enfin, dans le cadre de la technocratie autoritaire, la volte-face de princes postmodernes comme Jamie Dimon ou Steven Schwarzman Mmh. est au fond Mais une est-ce que bonne ça nouvelle. pourrait pas être le baiser du diable pour Donald Trump? C'est aussi une question qui se pose, mais je vous laisserai réfléchir et vous nous répondrez la prochaine fois parce qu'on a largement dépassé le temps. Merci beaucoup Renaud Beauchard, je rappelle, un fondateur du Substack Les Chroniques égrégoriennes et de Christopher Lash, un populisme vertueux. Eh bien, peut-être qu'on y retournera à ce populisme vertueux justement. Merci encore et à dans 2 semaines.